l'ouvrage analyse le contenu en emploi de la croissance économique de l'économie sénégalaise et met en évidence le fait que la trajectoire de l'économie sénégalaise ne permet pas de faire face à la forte pression des flux des enfants qui sortent sur des écoles et qui se présentent sur le marché du travail, particulièrement ceux qui sont qualifiés. L'ouvrage montre également que le chemin de croissance de l'économie sénégalaise, qui est tiré par le secteur des services, relativement plus intensif en travail, disqualifie ceux qui sont diplômés, donc les qualifiés. Et il met également un regard froid sur les politiques économiques qui sont menées dans le passé et qui proposent un changement. Il propose un changement de paradigme dans leur conception et leur mise en œuvre. Donc globalement, l'auteur remet en cause le système éducatif actuel qui ne permet pas une prise en compte des emplois qualifiés dans la trajectoire de croissance. Et pourquoi est-il important de lire ce livre? Je peux en citer quelques motifs. C'est un livre qui est simple, non technique, accessible à un public, même les non-économistes. Il est agréable à lire et il y a un mix d'analyse théorique et d'études de cas pour étayer les propos. L'approche aussi est très critique, mais ça ne se limite pas là. L'auteur donne des éclairages de politique économique sur différents aspects. Il fait un diagnostic clair de l'économie sénégalaise, notamment le changement structurel, qu'on va le voir tout à l'heure, avec un dysfonctionnement du marché du travail qui ne favorise pas les emplois qualifiés. L'auteur discute aussi des développements qui sont soutenus par des analyses théoriques, comme je l'ai dit tout à l'heure, étayées par des études de cas, notamment il expose des modèles réussis et des données statistiques aussi sont utilisées pour illustrer les propos. Il fait une analyse critique du modèle éducatif sénégalais et évoque le besoin d'une décolonisation des savoirs. C'est un joli concept qui a beaucoup de sens et il donne des recommandations pratiques. De quoi parle l'ouvrage? Le premier élément, je vais sauter beaucoup, je vais sélectionner ici quelques éléments. D'abord, il parle de la trajectoire de l'économie sénégalaise. J'ai mis ici quelques éléments tirés de son ouvrage, qu'il décrit comme une croissance qui est inférieure à 2 chiffres. Et il donne les statistiques de 1990 à 2000 et on voit qu'il y a une croissance qui certes évolue, mais à un niveau inférieur à 2 chiffres. Et il essaie de comprendre quel est ce profil de croissance. C'est une croissance qui est fortement dominée par le secteur des services. C'est déjà connu, hein? Et il montre que c'est particulièrement le secteur des services informels qui domine cette croissance. Et il montre aussi, à travers des statistiques qui sont souvent très rares à obtenir, que la majorité des entrepreneurs individuels ont un faible niveau d'éducation. Et il y a une forte contribution du facteur travail, mais du travail non qualifié. Et le graphique qui est à côté montre que sur toute cette période de 90 à 2000, l'économie sénégalaise, donc la croissance est dominée par le secteur des services. Ce qu'on peut aussi relever dans ce document, c'est l'inadéquation, ce qui se passe sur le marché du travail. Et lorsqu'on observe à ce niveau, on voit que contrairement aux idées reçues, il n'y a pas d'adéquation entre l'offre et la demande de travail. Ce qui se passe est autre chose. Il y a plutôt un dysfonctionnement du marché du travail qui résulte d'une trajectoire de croissance qui disqualifie les qualifiés. Si vous regardez de l'autre côté, il y a 2 graphiques. Le graphique qui est en haut montre l'évolution de l'offre. Et sur toute la période, l'offre de travail est dominée par des personnes qui n'ont aucun niveau d'éducation.
C'est pour cela que vous voyez que les barres sont plus élevées. Le graphique qui est en bas montre l'évolution de la demande de travail. Là aussi, on voit le même scénario. La demande de travail a en prédominance ceux qui ne sont pas qualifiés. Ce qui veut dire que, aussi bien du côté de l'offre que du côté de la demande, sont les travailleurs non qualifiés qui sont présents. Et comment l'auteur l'explique? Il l'explique par le fait que c'est le secteur informel qui prédomine. Le secteur informel se qualifie par une forte présence d'entrepreneurs qui n'ont pas un niveau d'éducation ou un niveau d'éducation faible et qui privilégient la demande de travail non qualifiée. Et ici, il y a un extrait de l'auteur ici que je vais vous lire en vous indiquant la page pour vous inciter à lire ce livre qui est plein d'informations riches. Il dit ceci: un décalage manifeste est noté entre la logique d'accumulation du capital humain qui alimente le segment du marché du travail qualifié, relativement peu demandé par l'économie sénégalaise, et la dynamique du marché du travail drainé par les non qualifiés. Il dit que, du coup, un mécanisme de confinement des qualifiés à la périphérie du marché du travail se met en place et prend la forme d'une trajectoire de croissance disqualifiée, ce qui prend le nom même de son ouvrage. Et ceci, c'est à la page 99, sans qu'il en parle. Un troisième point qu'on peut relever de cet ouvrage, c'est l'analyse pertinente qu'il fait des grands défis de l'économie sénégalaise face à la révolution industrielle 4.0. C'est lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, de l'informatique de pointe avec Edge Computing. L'auteur, partant du fait que sur le marché du travail, ce sont les non qualifiés qui dominent, alors cela pose problème. Lorsqu'on veut tendre vers une économie industrielle, révolutionnaire, donc qui intègre les questions d'innovation. Et il dit ceci, à la page 101, toutes les prédictions attestent que le futur de l'économie mondiale sera dicté par la révolution 4.0. Et dans ce cas, seuls pourront s'arrimer à cette locomotive de l'économie mondiale les pays qui orientent leur économie vers des secteurs à forte valeur ajoutée portés par l'innovation. Or, la poursuite d'une trajectoire de croissance tirée par l'innovation devient un objectif de la politique économique pour le Sénégal. Une option stratégique aurait le mérite de générer un rythme de création de richesse drainé par une masse critique de talent, donc par une main-d'œuvre qualifiée, ce qui n'est pas encore le cas. Un quatrième point qu'on peut relever avec une belle description, c'est lorsqu'il présente l'expérience du Japon qui, en termes de développement, fondé sur la main-d'œuvre qualifiée. Et le Japon, l'exemple du Japon, pourquoi? Parce qu'il fait partie des premiers peuples non occidentaux à avoir réussi un miracle économique, et ceci grâce à la considération de la main-d'œuvre qualifiée. Un cinquième point qui est très impressionnant dans le document, c'est quand il fait la genèse du modèle éducatif sénégalais, qu'il explique comme étant originellement conçu pour un objectif d'exploitation des colonies au profit de la métropole et qui est comme une pâle copie du modèle de Jules Ferry. Et j'ai beaucoup aimé ce passage du livre. Il démontre que tout ce qui se passe actuellement est lié au modèle éducatif. Et c'est là qu'il faut porter les solutions. Il poursuit en développant le concept de décolonisation des savoirs comme étant la voie pour accéder à une croissance forte et inclusive qui prend en compte la main-d'œuvre qualifiée. Et ici, je peux relever un extrait. Il dit « La nécessité d'une déaliénation des consciences passe par une décolonisation des savoirs.
Et ceci est un enjeu majeur si on veut trouver une anecdote à ce qu'il appelle poison culturel, qui n'est rien d'autre que cette forme d'éducation, ce système éducatif actuellement, qui ne permet pas de promouvoir les emplois qualifiés. Et il dit que ce système inculque aux apprenants, dès leur tendre enfance, par le biais de l'école, et ceci est inspiré par Cheikh Anta Diop, qui certainement l'a beaucoup inspiré sur certains aspects du document. Et là, ce qu'on peut en tirer dans ce chapitre qui parle de la décolonisation, c'est qu'il remet en cause le système éducatif actuel et il propose une autre forme de système éducatif qui permet d'avoir une croissance inclusive qui prend en compte les emplois qualifiés. Et dans un autre point, il développe l'urgence de réinventer le modèle éducatif sénégalais et de faire du Sénégal une société de savoir. Et je lis ici un extrait, il dit que la voie la meilleure à suivre, comme à l'exemple du Japon, est plutôt d'investir dans l'éducation et la formation et de penser son propre modèle. Donc ça ne se limite pas seulement à former des qualifiés, mais il intègre aussi la dimension pensée par soi-même. Et dans cette optique, il dit qu'un fort accent devrait être mis sur la nécessité de doter le Sénégal d'un haut niveau de capital humain et de développer le savoir-faire et les compétences technologiques qui sont les sous-bassements d'une économie fondée sur l'innovation. Ce qui est un défi donc que le Sénégal devra relever pour être une société de savoir. Et là, il y a un beau passage au niveau de la page 125 que je vous recommande de lire. Un autre point aussi, toujours dans la logique de l'auteur, une fois qu'il aura décrit la situation, il évoque l'importance des mentalités dans la prédisposition ou non au développement économique. Parce qu'il dit ceci, même s'il y a un changement de paradigme dans le système éducatif, même si on arrive à former des qualifiés pour qu'ils puissent accompagner le processus de développement intégrant l'innovation, cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des mentalités fortes qui accompagnent tout ce processus. Et j'ai beaucoup aimé ce chapitre aussi. Et un extrait, il dit qu'il est urgent pour le Sénégal de changer de paradigme dans la conception et la conduite de sa politique économique en engageant le chantier des mentalités. Et là, en lisant le document, vous allez vous rendre compte de beaucoup d'éléments assez excitants à lire sur les questions de changement de mentalité. Et ici, voici en résumé les 8 chapitres de l'ouvrage. Donc, ce que j'ai exposé précédemment sont des extraits de ces différents chapitres, ces 8 chapitres qui se complètent les uns et les autres, et l'enchaînement des chapitres est assez cohérent. Et ici, le chapitre 1 à chapitre 4 sont des chapitres qui sont consacrés à l'analyse de l'économie sénégalaise. L'auteur vient au niveau du chapitre 5 pour faire une description détaillée sur le marché du travail, pour mettre en exergue le dysfonctionnement du marché qui privilégie sur le côté offre comme demande les emplois non qualifiés, ce qui n'est pas favorable dans un processus d'accompagnement de l'innovation. Le chapitre 6 insiste sur l'urgence de faire le choix d'options stratégiques susceptibles de faire du Sénégal une économie tournée vers l'innovation. Et au niveau de ce chapitre, il discute des enjeux de la croissance, mais également, il montre que le défi des décideurs devrait être, dans les prochaines décennies, à bâtir un Sénégal tourné vers l'innovation. Le chapitre 7, il alerte sur la nécessité de relever le stock de capital humain et de faire du Sénégal une société de savoir. Il propose des options de politique qui permettent de remédier aux défis en défaveur des emplois qualifiés. Il en tire aussi des enseignements de politique économique très pertinents qui sont d'abord tirés de l'expérience inédite d'accumulation du capital du Japon, ce qu'il a bien exposé,
et une stratégie savamment pensée comme d'imitation créative. Le chapitre 8, il souligne l'urgence d'engager un chantier sur les mentalités. Il tient beaucoup à cette dimension, étant fondamentale pour accompagner tout le processus. Je me suis permise de tirer ici quelques recommandations au niveau du dernier chapitre pour montrer comment cet ouvrage peut servir à différents acteurs. D'abord aux intellectuels, aux enseignants-chercheurs à cause de toute la revue des théories et la confrontation de ces théories avec des études de cas pratiques. Aussi aux étudiants, ça peut servir d'inspirer des sujets de thèse, mais particulièrement aux décideurs, parce que ce sont des évidences ici qui peuvent permettre d'accompagner la révision des politiques et également l'élaboration de nouvelles politiques éducatives et aussi d'emploi. Ici, j'ai relevé quelques points que je vais passer rapidement. L'auteur suggère de faire du Sénégal un pays orienté vers l'innovation, étant convaincu que c'est l'innovation qui accompagne le processus de développement qui permet d'avoir une industrie innovante. Il propose aussi, il suggère, il recommande de changer de paradigme dans la conception et la conduite de la politique économique, en supposant que le Sénégal devrait faire face au pari d'une société de savoir et suivre une trajectoire de croissance portée par l'innovation et qui peut être poursuivie aussi grâce à un stock élevé de capital humain pour y arriver. La troisième recommandation que j'ai sélectionnée parmi toute une liste de recommandations, c'est que le Sénégal devrait travailler à réinventer le modèle éducatif en tirant profit des approches innovantes issues des progrès des neurosciences, mais également des formes d'éducation décoloniales. Donc c'est toujours l'idée de décolonialiser les savoirs. Il dit qu'à court terme, le Sénégal devrait accroître la masse critique de qualification dans les domaines liés au secteur de l'innovation et s'appuyer sur le bassin qui existe en termes de compétences technophiles issues d'un système éducatif de formation professionnelle et technique. Une autre recommandation, c'est que le Sénégal devait se donner comme objectif de politique économique de faire une société du savoir qui est tournée vers l'innovation pour agir sur les mentalités. Il suggère aussi que le Sénégal de se doter d'une bonne boussole dans la conduite de sa politique afin de mettre au cœur du processus de création de richesse le facteur mental qui accompagne tout le développement et le capital humain et son intégration dans la création de richesse. Et je pense que c'est le dernier que j'ai beaucoup aimé. Il termine par une note où il dit que seuls des individus hautement qualifiés et mentalement armés peuvent de l'intérieur relever avec leur propre force le défi qui consistera à faire du Sénégal une société de savoir, adossée à une économie tournée vers l'innovation et un pays qui met résolument le cap vers un développement économique auto-entretenu. Donc ce dernier extrait met en lumière toute la logique de cet ouvrage, le besoin d'utiliser les emplois qualifiés, le besoin de prendre en compte le contexte d'innovation, le besoin aussi d'avoir une société de savoir et également d'accompagner le développement des mentalités et d'avoir un système éducatif inclusif. Ce sont mes derniers mots, Monsieur le Président, et je voulais terminer par remercier mon collègue, professeur François Cabral, pour cet ouvrage qui est de grande facture, très instructif pour tous les acteurs que je viens de citer. Le féliciter aussi parce que je sais que ce n'est pas facile de produire un ouvrage de 180 pages par un seul auteur. Et pour cela, je voulais lui témoigner toute ma gratitude. Merci beaucoup.
Mm.